en perfusion continue ne permettait pas une protection à long terme comparée à la perfusion bolus, mais que l'énalapril pouvait différer, si ce n'est prévenir, eh bien, cette cardiotoxicité. Thank you very much. Thank you very much. Merci beaucoup. C'était vraiment une présentation splendide. Pour Eric Cohen ou pour le Dr Lipschultz, donc pour le cœur ou pour le rein ou pour les deux. Donc moi j'aurais commencé par une question. Donc une question pour les deux orateurs en fait. Dans les deux présentations, il y a dans les potentielles stratégies de prévention pharmacologique, j'entends des dommages rénaux ou cardiaques. Les deux orateurs ont cité un médicament, du moins une classe médicamenteuse, qui sont les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, donc les ACE inhibitors. Est-ce que vous pensez que c'est une voie de recherche pour la prévention des dommages rénaux ou cardiaques, ou les deux à l'avenir, avec des vieux médicaments? Est-ce que vous parlez des dextrazoxine? Eh bien, vous avez donné des données. Vous avez présenté des données sur le captopril et ça pour éviter les dommages rénaux. Et vous avez parlé également des dommages cardiaques. Est-ce que vous croyez que cette classe de médicaments anciens ont besoin en fait de plus d'essais en profondeur? Eh bien, chez les enfants et les adultes, ces inhibiteurs, les bêta-bloquants, les autres types de thérapies ingestives ont déjà été utilisés dans toutes sortes de contextes. Et lors de la thérapie, il nous semble, dans beaucoup d'études, y compris les nôtres, que vous allez voir des meilleurs chiffres, si vous voulez, en ce qui concerne le fonctionnement du cœur qui est amélioré. On utilise les biomarqueurs cardiaques de dommages, mais il n'y a pas d'études qui l'ont étudié à long terme. Y a-t-il donc une amélioration durable? Et l'étude que je vous ai indiquée ici n'était pas sur la thérapie. Ça, c'était plusieurs années après le fait. Et nous avons tendance à penser que si vous allez intervenir, et ce serait mieux lors de la thérapie. Le problème, c'est que ce ne sont pas des mécanismes qui sont spécifiques aux thérapies. Et en fait, ce sont des thérapies qui sont beaucoup plus générales. Donc, même si vous voyez une amélioration dans les chiffres, est-ce que cela protège le cœur contre les dommages ciblés? Je ne le sais pas. Je ne peux pas vous donner, en fait, une réponse du point de vue cardiaque. Eric, et vous? Centré donc sur les ACE inhibitors, de dire que ce sont des ancient drugs. Quelques-uns d'entre nous pensent que c'est un peu exagéré, mais enfin, les ACE inhibitors, je les ai approchés par le biais des dégâts par l'irradiation. Or, nous avons prouvé au laboratoire que la néphrite radique ainsi que la pneumonite radique sont à la fois protégés ou mitigés par ces agents. Mitigation, je veux dire introduction de l'agent après l'irradiation, mais avant que les dégâts ne s'expriment. Or, c'est une utilisation qui peut être fort utile en oncologie parce que vous avez donc fait la radiothérapie ou la chimiothérapie et l'agent est alors introduit. Qu'en est-il de la clinique? Je vous ai montré donc nos résultats où les tendances ont été positives, mais cependant où les valeurs P n'ont pas atteint la signifiance
parce qu'il y avait une diminution du nombre de patients en dessous du nombre qu'on aurait voulu. Il est évident que des différents agents, donc irradiation versus chimiothérapie versus autres agents utilisés en oncologie, il est évident que le choix d'agents mitigeants ou thérapeutiques pour les dégâts induits, il est évident qu'on devra choisir des différents agents. Je ne dis nullement que les ACE inhibitors soient donc une panacée, loin de là. On doit choisir donc l'agent suivant le modèle, suivant le problème. L'enalapril, apparemment, ce n'est pas efficace à long terme dans les modèles et les problèmes que vous venez d'entendre. J'imagine que peut-être les ACE inhibitors pourraient être très utiles au point de vue de la radiothérapie. Je suis actuellement en cours d'une étude qui vise à répondre à cette question de la radiothérapie pour le cancer du poumon. Bien, merci. S'il n'y a pas de questions dans la... Can I follow up? Ah, yeah, sure. So, you know, in this. Dans l'étude que nous vous avons démontrée, où on a utilisé ces inhibiteurs de ACE, en fait, ceci existe depuis les 1980. Et on a commencé à étudier ces ACE inhibitors. Nous avons trouvé que pour les enfants malades de cancer et qui ont reçu l'anthracycline et où il y avait déjà eu de la radiothérapie, nous avons trouvé, comme je vous ai montré, une amélioration dans la préservation, mais c'est parce que la pression diastolique a été réduite et en le faisant, il y avait moins de stress sur le cœur et donc un meilleur fonctionnement. Quand on a regardé les séries, le plus grand problème chez les enfants, c'est en fait la dégradation de la masse et de l'épaisseur de la paroi cardiaque. Donc, il fallait vraiment protéger le mécanisme de base. Malheureusement, il n'y avait pas de protection. Cependant, nous avons vu que cette fonction a été préservée. Mais puisque cela a baissé, en fait, la tension artérielle, et c'était la raison principale. Alors, est-ce que cela peut avoir un effet à long terme qui soit en plus? Donc, c'est ce qu'on est en train de cibler, c'est-à-dire les effets primaires sur le cœur. Merci beaucoup. Je voudrais juste terminer par dire qu'on a abordé quand même là la question. Poser une question? Ben oui, je voulais te passer la parole justement. Donc vas-y, mais prends-le. Non, vas-y. Je voulais juste dire qu'on avait abordé la question sous l'angle de l'effet dans les deux cas, de l'effet du cancer ou de ses traitements sur le rein puis sur le cœur, que à l'inverse, on commence à avoir quand même pas mal de données sur comment traiter un cancer chez un patient qui a des problèmes de rein, donc une insuffisance rénale chronique préexistante, et que en revanche, et c'est là-dessus que je voulais que Joseph commente parce qu'on en a déjà un peu parlé, la prise en charge d'un cancer chez un patient et le vieillissement de la population aidant, ça se présente de plus en plus. Donc chez un patient qui a une maladie cardiaque de base, qu'est-ce qu'elle soit, est-ce qu'on a des données, est-ce qu'on commence à en avoir et qu'est-ce que ça peut poser comme problème en pratique? Monsieur Dr Gligorov. Moi, je voulais poser une question avant qu'on m'en pose une. Mais... Bon, je crois qu'il y a surtout un développement d'un certain nombre de médicaments aujourd'hui qui permettent d'éviter d'autres agents classiquement utilisés qui étaient cardiotoxiques, en l'occurrence les anthracyclines, ça c'est clair. Je pense notamment au cancer du sein. Il y a encore des pathologies qui sont pas rares, comme les sarcomes ou les anthracyclines restent en situation métastatique une drogue de référence, où c'est un peu plus compliqué. Et puis, pour rebondir sur ta question, je vais poser une question à Monsieur Lipschutz. Vous avez évoqué le dexrazoxane, qui, on le sait, vous avez contribué à un certain nombre de travaux. Il y a d'autres travaux également qui ont été publiés, notamment dans le cancer du sein. Et puis, il y a eu quelques années une espèce de warning ou un recul face à l'utilisation de ce médicament sur des données en partie préliminaires
évoquant potentiellement, non pas un effet protecteur, mais potentiellement même un effet négatif sur l'efficacité des thérapeutiques anticancéreuses. Et puis suite à cet affolement, parce que vous nous avez montré de très belles courbes de survie dans le cancer, dans les cancers hématologiques de l'enfant, dans la leucémie aiguë de l'enfant, on a tous fait un pas en arrière sur l'utilisation de ce médicament. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut rester sur cette hypothèse d'interaction négative avec les médicaments anticancéreux? Et deuxième élément, excusez-moi, c'est que vous avez également publié un certain nombre de travaux sur la troponine et sur des biomarqueurs qui pouvaient potentiellement être utilisés pour identifier des populations à risque de toxicité. Est-ce que ce sont des choses que l'on peut utiliser aujourd'hui en pratique? Est-ce qu'il y a un intérêt ou est-ce que c'est encore du domaine de l'expérimentation, sachant que, même si ma connaissance est loin d'être exhaustive, j'ai quelques notions me disant qu'il y a plusieurs types de troponine et que c'est pas toujours très simple de faire la part des choses, d'une part entre le cut-off, d'autre part entre le type de troponine et puis le suivi évolutif de ce biomarqueur. Bien, merci beaucoup. Ce sont des questions très importantes que vous avez posées. Deux questions. Donc, en réponse à la première, vous avez absolument raison. En même temps qu'on utilise dextrazoxane aux États-Unis, nous l'avons utilisé ça en Amérique du Sud, en Corée et d'autres parties du monde. Alors, il y a plusieurs années, en 2011, l'EMA, sur la base de la recherche active et continue sur un groupe oncologique des enfants, on parlait d'un avertissement de santé. Alors, pour les enfants, selon cette inquiétude, on les a retirés dans des pays qui sont réglementés par le mien. Mais ce qui est intéressant, ou plutôt ce qui est dommage, c'est des études ont eu le droit de continuer aux États-Unis. Et maintenant, ils arrivent à leurs critères de base. Et donc, au mois de juin dernier, pendant l'ASCO, en fait, présenté comme plateforme les résultats finaux en ce qui concerne l'efficacité oncologique pour chacune de ces recherches. Donc, c'était un effort conjoint et apparemment, ils sont en train de publier tout cela. Ils ont trouvé zéro importance dans la baisse de l'efficacité oncologique. On la voit de temps en temps, au moins aux États-Unis. Alors, par exemple, pour le VIH ou les défaillances cardiaques, insuffisances cardiaques, où les décisions sont prises sur des études, etc. Ceci n'est pas vraiment un problème au point où il faut payer plutôt que de parler. Le groupe oncologique des enfants aux États-Unis, 60% des enfants diagnostiqués avec le cancer ont été prescrits en fait selon un protocole. Et 95% des enfants étaient dans des protocoles. Et ils viennent de régler que toute utilisation d'anthracycline de plus de 150 mg, ils doivent également utiliser dextrazoxane. Ce n'est plus une question randomisée. L'Institut national de cancer et le consortium pour l'oncologie chez les enfants jusqu'au Puerto Rico depuis 2000. Suite aux travaux que nous avons publiés, on dit que ce n'était pas éthique de l'utiliser. Ils le font maintenant et ils ont montré plus de 1000 enfants qui ont été traités et il n'y a pas eu d'effort oncologique qui a baissé. Alors, plus récemment, au mois d'août de cette année, en même temps, l'EMA a pris une décision. Et le FDA aux États-Unis a finalement donné un statut pour le dextrazoxane, pour le traitement des enfants de 0 à 16 ans, pour la protection de toxicité cardiotoxicité contre l'anthracycline. En ce qui concerne votre deuxième question.
Il y a eu plusieurs recommandations qui ont été publiées depuis une trentaine d'années en ce qui concerne le contrôle cardiaque chez les enfants et les adultes qui ont le cancer. Rien que le mois dernier, la Société américaine d'échocardiographie est arrivée à un consensus, en fait, des recommandations. Et ils ont même parlé des guidelines, des directives. Mais en Europe, les organisations ont déjà utilisé des lignes directives. Il y en a plusieurs. Sauf qu'il y a un problème. Il y a eu très peu d'études qui peuvent aider à mesurer plusieurs choses lors d'une thérapie qui peuvent en fait refléter le cœur, indiquer le cœur. Je vous ai parlé de la troponine, du troponine. Alors, nous avons publié un GCO il y a 2 ans. Et il a fallu 15 ans pour dire que si on mesure la troponine lors de la thérapie, est-ce que nous pouvons prévoir ce qui sera en fait l'état du cœur plusieurs années après le traitement. Et en fait, nous les avons comparés. On nous a demandé de comparer en fait les thérapies fractionnelles d'injection par rapport à troponine. En fait, apparemment, c'est ce qu'il faut faire avant tout dosage d'anthracycline. Eh bien, il n'y avait pas de relation statistiquement significative entre des mesures objectives de ce muscle cardiaque avec troponine. Nous ne l'avions pas dans les travaux, mais ils nous ont obligés de le mettre en 2004. Mais en 2004, lorsqu'on a publié, est-ce qu'ils savaient comment le cœur allait agir 10 à 15 ans après? Il n'y a pas de rapport entre les fractions injectées et cette thérapie. En fait, il y avait une relation très forte statistique entre ceux qui ont eu cette thérapie et beaucoup plus tard. Est-ce que cela veut dire qu'il faudra le mesurer? Eh bien, la question véritable est la suivante. Ce n'est pas est-ce que c'est lié. Ce sont des biomarqueurs qui ont été validés et qui sont maintenant des critères d'évaluation selon l'état en fait de la maladie chronique, quel que soit votre critère d'évaluation. Cela veut dire que maintenant, on est prêt à faire un essai randomisé d'une gestion prise en charge plutôt conventionnelle. Ce n'est le critère d'évaluation ne serait pas j'aurai un cœur plus sain, mais entre l'efficacité oncologique et les toxicités et les effets tardifs. Au passé, nous avons publié que si vous avez arrêté d'utilisation et si vous pouvez baisser l'utilisation de la chimio de 20 à 30%, qui pourra évidemment avoir un résultat, un impact sur le prognostic. Mais cela ne veut pas dire que vous allez améliorer la qualité de vie de ces patients sur toute leur vie. De temps en temps, ces lignes directives, en fait, ont des conséquences qui sont complètement inattendues. Il n'y a vraiment pas eu d'études pour dire que, à moins d'avoir une défaillance cardiaque, insuffisance cardiaque congestive, il n'y a vraiment pas de recommandations qui nous disent qu'on est en train de faire ce qu'il faut